Raymond et Marilyn vivent à Tenay, en Charente-Maritime. Pour eux, le temps s'est arrêté il y a 2 ans, le jour de la mort de leur fille. Alors, ce qu'il y a dans ce dossier, c'est simple. Ça commence, c'est la photo de notre fille. Là, voici ce que j'ai écrit, éventuellement ce que je voulais dire le jour de son enterrement, et que je ne sais pas plus, et que je ne pourrais pas vous dire encore. Angélique avait 30 ans. Le soir du 11 novembre 2007, elle a été tuée d'un coup de fusil tiré par l'homme avec lequel elle vivait. Et si on pouvait retourner 2 ans en arrière, que ce soit moi qui prenne le coup de fusil, et puis pareil. Vous voyez à quel point... Depuis le drame, c'est toute une famille qui souffre. Aurore, la sœur d'Angélique, n'arrive toujours pas à accepter sa mort. Je préfère faire comme si elle était encore là. Je pouvais l'appeler en fait. Voilà. J'ai encore son numéro de téléphone dans mon répertoire et je vais à bord, à l'endroit où ça s'est passé et j'attends devant la maison qu'elle sorte. C'est un cauchemar et puis c'est un film. Mais c'est un film. Quand on regarde la télé, on dit c'est pas chez nous. Éventuellement ça peut arriver que chez les autres. Mais chez nous c'est inadmissible, puis c'est incompréhensible et puis ça n'arrivera jamais parce que c'est de l'irréel. Personne ne comprend comment Christophe en est arrivé à tuer Angélique de sang-froid. L'histoire commence pendant l'été 2006. Angélique est employée de service dans un club de vacances. Christophe est cuisinier, il est plus jeune qu'elle, mais il lui fait rapidement des avances. Angélique hésite. Stéphane Penaud est un ami de Christophe. Il est aussi cuisinier. Les 2 hommes ont travaillé ensemble et noué des liens. C'est là qu'on s'est connus. Voilà, cet endroit, au CNEM de la Palmyre, en Charente-Maritime. Voilà, c'est là où on s'est connus et c'est là où on a travaillé ensemble pendant 1 mois. Christophe finit par séduire Angélique. À la fin de la saison, il vient la rejoindre en Charente. Le couple se forme. Ils s'installent ensemble. C'est elle qui tenait quand même les billes dans la maison. Ça se voyait. Il le fallait peut-être parce que Christophe, c'était encore un gamin. C'était encore un gamin. Elle avait un peu plus les pieds sur terre que lui. Stéphane les a reçus chez lui quelques semaines avant le drame. Il se souvient d'une relation particulière. On avait l'impression que, quand ils étaient dans la rue, c'est vrai qu'ils ne se tenaient pas la main, ils étaient pas, chacun marchait de son côté, c'était différent. Donc voilà, mais bon, ça, je ne peux pas savoir pourquoi. J'avais un petit peu cette impression qu'ils, des fois, quand ils étaient dans la rue, ils ne voulaient pas se faire voir ensemble, ils s'évitaient. La famille d'Angélique est surprise, elle aussi, par le comportement de Christophe. Raymond n'aime pas le compagnon de sa fille. Il était envahissant. Et il déboulait chez vous en plein jour, sans vous prévenir, et puis là, sans gêne. Il rentrait chez vous, il se servait, et puis éventuellement, il se rebarrait. Il vous disait à peine bonjour, et puis il se rebarrait. À la fin, on se disait, on aime bien notre fille, mais surtout qu'elle ne nous l'amène pas, parce que lui, c'est pas la peine, on ne peut plus le voir. Quoi. Et puis on dit, ça va pas. Bon, ma fille l'avait ressenti, elle aussi l'avait senti, que ça, on n'accrochait pas. Et puis quand je lui ai dit, écoute, il est en train de te fâcher, il est en train de te monter contre toute ta famille, il va falloir que tu fasses un choix. Angélique n'est pas heureuse. Pourtant, elle ne se résout pas à rompre avec Christophe. Elle s'enlise dans cette relation et grossit de 25 kilos en quelques mois. La famille, spectatrice, reste impuissante. Elle s'était résignée à sa présence. Oui, à la fin. C'est triste de dire ça, mais elle s'était résignée à être avec lui. Alors qu'elle aurait pu. Oui, parce qu'elle n'était pas heureuse. Elle n'était pas heureuse, mais elle se sentait mal dans sa peau. Elle pensait que personne d'autre pourrait l'aimer parce qu'elle ne se sentait pas bien dans ses chaussures. C'est le samedi 11 novembre 2007 que tout bascule. Ce soir-là, le couple mange chez les parents d'Angélique, autour de cette table. Quand ils quittent la soirée, personne ne se doute qu'elle est en train de vivre ses dernières minutes. Et eux, ils sont repartis à 1h moins 20 du matin. Et sur le bas de la porte, j'ai dit à ma fille, tu fais comme d'habitude, en arrivant là-bas, tu me balances un coup de fil, juste pour nous dire, vous êtes bien arrivés. Et ce coup de fil, je l'attends encore. Depuis, Raymond a fait de nombreuses fois l'ultime voyage de sa fille ce soir-là. La première année, oui, je l'ai faite souvent. Je l'ai faite
Je sais pas, peut-être parce que ça me rappelait éventuellement ma fille, ça me rapprochait de ma fille, et puis je voulais savoir comment ça s'était passé. Alors la maison, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est celle qui est en face, la petite blanche là. Il est un peu moins d'1h du matin quand Angélique et Christophe arrivent devant leur maison. Ma fille a rentré la voiture dans la cour, elle a refermé le portail, et c'est là, d'après ce qu'il aurait dit, qu'il aurait vu son chien dehors. Et là, normalement, c'est là où aurait recommencé la dispute. Une dispute à cause de leur chien qui s'est échappé. Christophe s'en prend à Angélique, le ton monte. La jeune femme se retire dans sa chambre pour regarder la télévision. Christophe est toujours énervé quand il décide de la rejoindre pour obtenir ses faveurs. Mais elle refuse. Foudrage. Christophe se rend dans le garage. Il s'empare de son fusil de chasse et revient dans la chambre d'Angélique. Et arrivé sur le bas de pas de porte de la chambre, il lui a tiré dessus sans prévenir, sans rien. Sans aucun mot, voilà. Il est arrivé devant la porte et puis il a tiré. C'est Christophe lui-même qui appelle les gendarmes. Il est 1h du matin, Angélique est encore vivante. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Christophe, lui, est mis en garde à vue. Raymond garde en mémoire l'appel des gendarmes au petit matin. Il m'a dit « Monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre fille a eu un accident. » Ma fille a eu un accident. Elle est partie de la maison, il était 1h moins 20 du matin. Je pense que ça fait belle lurette quand même qu'elle est dans son lit. Il m'a dit « Non, monsieur, attention. Votre fille a eu un accident très grave de chasse. » Alors là, tout de suite, on a dit « Ça y est. » Et tout de suite, on a dit « Ce salaud, il l'a tué. » Vous voyez, tout de suite, on a dit « Ce fumier, il l'a tué. » Pendant 4 semaines, à l'hôpital, Raymond et Marilyn restent au chevet d'Angélique. Ils ne la quittent que pour de très courts instants. On a pris un café. On est remonté. Et là, il y avait le médecin de chef qui nous attendait. Il nous disait, voilà, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre fille est morte. Et là, ça nous a fait mal, parce que les 5 minutes où on l'a laissée, elle est morte. Tribunal de Saintes, le 5 novembre dernier. Christophe va être jugé pendant 2 jours devant la cour d'assises. Il est 8h30, la famille d'Angélique est déjà là. Comment vous vous sentez là ce matin? Mal. J'ai une grosse boule. J'ai une grosse boule sur l'estomac et puis c'est dur. Les parents de Christophe se tiennent en retrait. Mais dans la salle des pas perdus, les 2 familles ne sont qu'à quelques mètres l'une de l'autre. Personne ne s'adresse la parole. Pour la mère de Christophe, ce procès est aussi une épreuve difficile. Et de revoir la famille d'Angélique, ça a été un moment compliqué ou Nous, personnellement, moi aussi, ça, je les ai, on va dire, pas trop vus. Puis bon, on va pas non plus aller leur tenir un discours, c'est pas... Donc je pense que l'affaire, c'est éprouvant on va dire, pour tout le monde, aussi bien de son côté à lui que de notre côté que de notre côté. Le procès va commencer. Un huissier appelle les familles. D'accord. Donc les parties civiles, vous allez vous asseoir au premier rang. Et ensuite, la famille derrière. D'accord? Vous me suivez, s'il vous plaît. C'est dans un silence quasi religieux que les 2 parties s'installent dans la salle d'audience. À savoir qu'à tout moment, vous pouvez sortir et rentrer. D'accord? Ça, hein? Vous avez besoin d'un renseignement, vous vous adressez à moi. D'accord? Ou à votre avocat. Hein? Voilà, mais n'hésitez pas. Sortez ici. Des 2 côtés, l'émotion est palpable. Christophe entre dans les boxes des accusés et s'assoit sans un regard pour la famille d'Angélique.
Cette première matinée est consacrée à la personnalité de l'accusé. Christophe y est décrit comme un homme introverti, timide et généreux. Quand la parole lui est donnée, il raconte sa souffrance devant le manque de communication entre Angélique et lui. Il évoque ses frustrations. Il fait ensuite part de leur mode de vie et du peu d'intérêt d'Angélique pour les tâches ménagères, ainsi que son incapacité à témoigner toute marque d'affection. Pour la mère de Christophe, c'est un portrait fidèle de son fils qui a été dressé. Mais ça reflète très bien sa personnalité de toute son enfance jusqu'à maintenant. D'accord. Merci. Mais pour les parents d'Angélique, ce portrait de Christophe est insupportable. C'est un monstre. Ils devraient le mettre à l'écart de la société parce que c'est un mec qui est trop dangereux, c'est un monstre. C'est un prédateur qui est en liberté. Il faut l'arrêter, ce mec. Dehors, la famille réconforte les parents d'Angélique. Pour Aurore, sa sœur, la description que Christophe a faite d'Angélique est révoltante. Le rôle de la femme en France, c'est encore faire le ménage et puis serrer les dents quand son conjoint il a envie d'un petit câlin, comme il dit. Et je trouve ça révoltant et révulsant de l'entendre de la bouche de tout le monde à l'heure actuelle. Je trouve ça mais tellement scandaleux que je suis sortie parce que j'avais envie de hurler qu'on n'était pas au Moyen-Âge. Dans les couloirs du tribunal, l'ambiance est tendue. Avant la reprise de l'audience, Maître Mouhou, l'avocat de la famille d'Angélique, vient réconforter ses clients. En réalité, quand on regarde bien l'ensemble des témoignages depuis ce matin, les témoignages de la défense, pas un seul ne reproche quelque chose d'important ou de grave à votre fille. Donc en fait, votre fille, on ne lui reproche rien, sauf qu'ils essaient... Oui, il faut bien trouver quelque chose. Qui est un moyen de défense, tenter de salir un peu la victime. Oui. De son côté, Maître Callot, l'avocat de Christophe, justifie sa ligne de défense devant ses parents. C'est vrai, il y a un drame, oui, c'est vrai. Angélique est décédée, mais on est quand même obligé de faire état de leur relation, puisque tous les experts ont quand même dit que c'était les relations qu'ils avaient, les tensions qui existaient dans le couple, qui ont plus ou moins conduit à ça. C'est ça, et puis ils nous ont même bien expliqué que c'était beaucoup de choses, tout un tas de petites choses qui avaient fait que... Dans l'après-midi, c'est Christophe qui raconte ce qui s'est passé le soir du meurtre. Il reconnaît les faits, mais il n'arrive pas à expliquer pourquoi il a tué Angélique. Il ne répond pas aux questions du président et prétend qu'il a oublié. Mais son témoignage est loin d'être convaincant. À la fin de la première journée, son avocat, Maître Callot, semble inquiet. C'est pas vrai, mais je lui dis qu'il fallait qu'il soit quand même plus précis dans ses réponses et qu'il réponde aux questions, qu'il ne fuit pas les questions. Parce qu'on sait tous qu'il n'avait pas envie de la tuer, mais il ne sait pas le dire. Puis bon, c'est un problème de richesse de vocabulaire. Il y a de la peine, et je pense que il ne faut pas qu'il se laisse emprisonner par les questions qui sont de toute façon qui vont dans un sens, quoi. Hein? D'accord. Ok. Les parents d'Angélique, eux, sont déçus. Vous avez pensé de son témoignage, justement? À qui? À lui? À lui. Quel témoignage? Il n'a donné aucun témoignage? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ben non, je me souviens de rien. Il se souvient de rien, il donne aucun témoignage. Il ne voulait pas la tuer, mais juste un tout petit peu. Allez, on rigole. Un tout petit peu. On rigole. De retour à son bureau, Maître Callot, l'avocat de Christophe, prépare sa plaidoirie pour le lendemain. Pour lui, c'est le manque de communication qui a provoqué le drame. Ils étaient dans la même maison, mais les magistrats ont dit mais c'est de la cohabitation. C'est-à-dire qu'on vit l'un à côté de l'autre, mais on ne vit pas l'un avec l'autre. On ne partage pas le lit, on ne partage pas la chambre, on ne partage pas la table, et on ne partage même pas la télé. On va chacun devant sa télé. On ne s'exprime pas, on n'a aucun dialogue, et la tension monte, la tension monte, la tension monte, et on en arrive au drame, fatalement. Ce serait l'accumulation des frustrations qui aurait conduit Christophe à commettre l'irréparable. Il cherchait des gestes de tendresse,
il n'en avait pas, c'était insupportable, c'était difficile à vivre, à tel point que quand il prend l'arme, les médecins psychologues qui l'ont observé ont dit que l'arme pour lui, c'était une manière enfin de s'affirmer comme un homme. Deuxième et dernier jour du procès. Le portrait d'Angélique, brossé hier par Christophe, a irrité toute la famille de la victime. Ce matin, Aurore, sa sœur, a demandé à passer à la barre pour parler d'Angélique et rétablir la vérité. Je voulais juste que les gens sachent ce qu'elle était et ce qu'elle représentait pour nous et surtout que voilà, c'était pas la femme autoritaire et castratrice qu'elle a été dépeinte. Ça reprend, messieurs, dames. Il est 15h. C'est le moment des réquisitions de l'avocate générale. En quelques phrases cinglantes, elle reproche à Christophe de n'avoir rien expliqué pendant son procès. Elle termine en se disant convaincue de l'intention homicide et demande une peine de 25 années de prison. La mère de Christophe est abasourdie. Je trouve que c'est trop dur par rapport aux événements. Parce qu'il mérite pas cette réquisition, de toute façon. On va dire que ça n'a rien à voir avec les événements qui se sont passés. La peine est totalement disproportionnée. Très bien. Très bien. Maintenant, il faut que la Cour la suive. Et éventuellement, s'ils pouvaient, du moins la Cour et puis les jurés, la suivent. Et puis, pour moi, il faudrait même qu'ils aillent même plus loin. Le procès se termine, on ne sait pas pourquoi il l'a tué. Et c'est pas lui qui dira pourquoi il l'a tué. Et il exprime aucun remords, il n'y a aucun remords sur son visage. On l'espace de 4-5 minutes. C'est rien. À la reprise de l'audience et pendant 1 heure, l'avocat de Christophe va tenter d'expliquer son geste. Il rappelle que l'histoire de Christophe est celle d'un homme en souffrance, épris une femme incapable de lui rendre son amour. Il explique que ce crime est celui de la déraison et finit en demandant au jury de la compassion pour l'accusé. Sa plaidoirie a révolté la famille d'Angélique. C'est dégueulasse. Qu'elle mange. C'est une insulte. C'est une insulte. Il la déterre et il lui crache dessus. C'est tout ce que ça signifie. Le jury délibère pendant 1 heure. Les 2 familles se préparent au verdict. La Cour condamne Christophe à 17 ans de réclusion criminelle. Aurore, la sœur d'Angélique, éclate en sanglots. La mère de Christophe essaye de comprendre le verdict. Il y avait trop d'amour et pas de compréhension. Ce qui a fait que ça aboutit à ça, mais ça ne méritait pas 17 ans. Avant de repartir en prison, Christophe a le droit d'échanger un dernier mot avec sa famille. Après réflexion, il a décidé de ne pas faire appel. Sa condamnation est donc définitive. Dehors, épuisée par les 2 jours de procès, la famille d'Angélique ne commande pas le verdict. Elle repart en silence, en espérant pouvoir tourner la page.